Bienvenue dans l'émission Ondes Positives, une initiative éducative novatrice et inédite qui vise à renforcer les compétences analytiques et oratoires de la relève francophone en milieu minoritaire, tout en luttant contre l'insécurité linguistique. Chaque mardi à 9 h et en rediffusion les samedis à 10 h, plongez dans nos débats, ateliers, jeux ou émissions thématiques avec la participation de jeunes francophones du secondaire et du post-secondaire et la collaboration de professionnels du monde de l'éducation. Ondes Positives, un projet rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode de l'émission Ondes Positives, un projet qui, je vous rappelle, est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question, une émission plutôt sous un thème de débat, donc avec cette question centrale, l'éducation traditionnelle versus l'éducation en ligne. Avec moi, j'ai la chance d'avoir deux professeurs de l'université York Glendon. J'ai avec moi Aurélie Takam et Valérie Florentin. Je vais vous laisser vous présenter toutes les deux. Ce sera plus simple que si je le fais moi. Bonjour et d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation sur les ondes de Choc FM 105.1. Oui, Bonjour. bonjour, merci pour l'invitation. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Je vais peut-être commencer par toi, Aurélie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton rôle? Alors, donc, je m'appelle Aurélie Takam, je suis professeure à Glendon, Université York, où j'enseigne la linguistique dans le cadre du programme des études françaises. Donc, voilà, de façon générale, je suis linguiste et mes travaux de recherche portent sur des sujets qui rentrent dans le cadre de la linguistique, acquisition du langage, les troubles du langage, l'évaluation des connaissances langagières, en fait, tous ces éléments, ces sujets qui s'articulent autour de la psycholinguistique appliquée. Voilà. Et toi, Valérie, est-ce que tu peux également te présenter, s'il te plaît? Bonjour, donc je m'appelle Valérie Florentin, je suis professeure de traduction à l'université York Campus Glendon, effectivement. Le programme de traduction, on traduit vers l'anglais, on traduit vers le français, donc c'est un programme bilingue, donc je traduis, j'enseigne et je traduis dans les deux langues. Et c'est un programme aussi, puisqu'on va parler d'éducation, qui s'intéresse à deux populations. Donc premièrement, les gens qui sortent effectivement du high school, qui arrivent, qui ont 17-18 ans, et des gens qui sont plus âgés, qui ont déjà un premier parcours professionnel, qui vont avoir 40, 50, 60 ans. Donc ça va changer un petit peu ma position, je pense, sur l'éducation. Et puis en domaine de recherche, je m'intéresse principalement justement à la question de la pédagogie, de la justice sociale et des technologies. Alors aujourd'hui, cette question centrale qui nous rassemble toutes les trois, c'est cette question autour de l'éducation traditionnelle en ligne. C'est vrai qu'on a l'impression, et nous on en a discuté un petit peu avant de commencer cette entrevue, moi je vous disais, j'ai l'impression que c'est assez nouveau comme thème, ce truc d'éducation en ligne. Comme je vous disais, moi j'ai une trentaine d'années, j'ai eu tout mon parcours scolaire. J'ai un bac+3, donc un parcours scolaire assez quand même relativement long, avec aucune session de cours en ligne, parce que je ne sais pas si on peut parler d'ère du temps, ou en tout cas de mœurs qui étaient peut-être pas encore en place à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu à partir de quand c'est arrivé plus ou moins de façon naturelle, cette éducation en ligne, au, contrairement à une éducation traditionnelle dans une salle de classe? Je pense que l'éducation a toujours été à distance. En ligne, c'est relativement nouveau, puis ça s'est accéléré effectivement avec la Covid, donc au début des années 2020. Mais si on regarde, on pouvait déjà faire des études par correspondance bien, il y a bien longtemps. On envoyait les cours qui arrivaient par la poste, on envoyait nos réponses par la poste, c'était plus long. Mais je pense qu'il y a toujours eu un composant de distance dans l'éducation pour certaines personnes. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré beaucoup depuis la Covid. Est-ce qu'on peut parler d'éducation en ligne quand on parle d'éducation à distance? Parce que du coup, il y a ce truc en moins quand on remplit son petit dossier et qu'on le renvoie de façon postale. On n'a pas l'impression d'être entouré de sa salle de classe et de ses autres élèves, parce que je pense que du coup, c'est un peu plus, on travaille sur un manuel et on rend le papier, quoi. Au final, c'est un support très papier. Là, au final, l'avantage quand même d'être dans une salle de classe virtuelle, c'est qu'on a quand même ces petits camarades de classe, mais comme des petits avatars un petit peu partout. Est-ce que je me trompe ou il y a de ça?
Oui, moi je dirais que l'éducation à distance et l'éducation en ligne, c'est deux notions qui paraissent synonymiques, mais il y a quand même cette différence qu'on peut faire, puisqu'on peut bien, comme Valérie l'a dit tantôt, l'éducation à distance existait, a préexisté avant l'éducation en ligne. Et par la suite, eh bien, le fait de pouvoir avoir des outils de télécommunication, ça a permis de, justement de pouvoir les exploiter pour avoir un semblant d'éducation à distance présentielle, mais si je dis bien semblant, l'idée étant justement de réduire la distance à laquelle on faisait face avec l'éducation à distance traditionnelle. Et justement, vous, en tant que professeur, est-ce qu'on vous impose un modèle qui soit soit traditionnel en classe ou un modèle en ligne, ou c'est vraiment à votre bon vouloir? Moitié-moitié. Non. Ok. C'est En intéressant justement. réalité, peut-être je vais pas utiliser le terme imposer. Lorsque nous créons des cours, nous les créons en considérant également la composante modalité de livraison du cours. Et donc, la conceptualisation d'un cours prend en considération tous ces paramètres, de sorte que lorsque je propose d'enseigner un cours, le modèle du cours que je formate, que je propose, est formaté en considérant le fait que ça va être offert en ligne ou en présentiel. Mais on ne nous l'impose pas. Mais comme a dit Valérie, tantôt, depuis la COVID, on essaye de s'ajuster un peu à notre nouvelle réalité parce que il est certain que même si la pandémie est terminée, on ne reviendra certainement pas à ce qu'on avait avant la pandémie. Il y a un avant la pandémie, un après la pandémie. Et donc, on essaie de se réajuster tranquillement pour pouvoir répondre au mieux à notre population estudiantine qui est de plus en plus diversifiée, comme Valérie l'a dit également. On a des jeunes étudiants, 18, 20, 20, 20, 25. On a des jeunes adultes, mais on a aussi de plus en plus des personnes d'âge mûr qui décident de revenir aux études après la retraite. Donc, pour répondre donc à tous ces besoins, je pense que le modèle de l'enseignement en ligne permet de répondre à certains besoins. Et justement, vis-à-vis de ces différents groupes d'âge, est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus ou moins à l'aise avec cette éducation donnée par exemple en ligne? Je pense par exemple à ces groupes un peu plus d'âge mûr. Est-ce qu'ils sont tout aussi à l'aise que les nouvelles générations, les plus jeunes qui sont un petit peu plus la génération Internet, qui sont beaucoup plus habitués de tout vivre à travers un écran que peut-être ces personnes en reconversion ou en tout cas d'un âge un peu plus avancé? Je pense que oui. C'est certain que c'est toujours une courbe d'apprentissage. La façon dont on utilise nos outils pédagogiques n'est pas la même que celle dont on utilise les mêmes outils pour des utilisations personnelles. Si je zoome avec ma famille, par exemple, ça va pas être la même chose que si je zoome pour un cours. Donc, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes exigences. Donc, ça demande une phase d'adaptation pour tout le monde, justement. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Donc, c'est pas tant une question de technologie, c'est plus une question de culture propre à la classe, finalement. Tout à fait. Je pourrais ajouter à la suite de Valérie que nos jeunes étudiants qui sont justement de cette époque où c'est certainement des jeunes qui sont nés alors qu'Internet existait déjà, eh bien, ils ne sont pas nécessairement mieux outillés pour utiliser. Nous devons les accompagner, comme dit Valérie, dans tous les cours que nous offrons en ligne pour leur permettre de bien utiliser justement les outils à leur disposition. Donc, ils ont les outils, mais ils ne savent pas nécessairement toujours bien les utiliser ou les utiliser convenablement. Et donc, ça fait partie également des éléments que nous devons gérer lorsque nous offrons un cours en ligne. Tout à l'heure, Aurélie, tu disais que, indépendamment de comment le cours a été créé, il peut être soit être donné donc en ligne, soit être donné de façon présentielle. Est-ce qu'il y a justement des différences dans la façon dont vous allez donner votre cours quand c'est en ligne et quand c'est justement en salle de classe? Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les différences à ce niveau-là? Alors, peut-être que je n'aurai pas tout le temps de rentrer dans les détails, mais de façon générale, on va prendre en considération le fait que, on a des étudiants qui vont utiliser une certaine plateforme, il y a certains outils électroniques qu'ils vont utiliser. On doit donc être en mesure de leur expliquer, de leur présenter et de leur expliquer le fonctionnement de ces outils.
on doit également élaborer un certain guide pour que la classe virtuelle se déroule bien, étant donné qu'on n'est pas dans le même espace. Alors, ça prend une gestion beaucoup plus minutieuse de certains détails qu'on n'aurait pas nécessairement eu à gérer quand on est en présentiel dans un même espace géographique. Et donc, c'est autant d'éléments. Donc, au-delà de l'aspect électronique, des plateformes, des outils, il faut un ordinateur, il faut un logiciel et tout le reste, eh bien, il y a également une certaine façon de fonctionner qu'on devrait amener nos étudiants à abhorrer, à respecter pour que effectivement la transmission des connaissances se fasse de façon efficiente. Et donc, ça prend une autre approche d'enseignement définitivement qui va être nécessairement éclectique. On ne va pas pouvoir appliquer, par exemple, le modèle traditionnel qu'on applique en salle de classe quand on enseigne en ligne, parce que justement, le fait d'être à distance impose un certain nombre de restrictions, mais aussi d'autonomie dont l'étudiant ou l'étudiante devrait être conscient. Pour rebondir rapidement aussi, un cours en présentiel, c'est 3 heures en classe. De manière générale, nos cours ont une durée de 3 heures, hein. 3 heures en ligne, non. Donc c'est fortement découragé. Alors je ne dis pas que ça ne se fait pas, c'est fortement découragé parce que la fatigue sur Zoom est terrible, hein. Donc ça nous oblige aussi à repenser, comme le disait Aurélie, les approches pédagogiques. Donc la façon dont je conçois un cours pour aller le donner en personne, c'est pas du tout la même façon dont je conçois le même cours, hein, pour le donner en ligne. Et Donc c'est les étudiants ont besoin de beaucoup d'accompagnement parce que l'enseignement en ligne impose une certaine autonomie. Quand je parle d'autonomie, j'allie à l'autonomie la responsabilité, une autonomie responsable, de sorte que ils doivent être vraiment outillés. On ne doit pas tenir pour acquis qu'ils savent que je me réveille. Si le cours est à 9 heures, eh bien, je m'habille comme si j'allais en classe et puis je m'installe devant mon ordinateur. Eh bien, il faudrait le leur dire parce qu'ils ont besoin d'être confortés sur leur façon de procéder. Souvent, les étudiants ont besoin de cela, même s'ils ne le disent pas. Et une fois qu'on le fait, quand l'enseignant prend l'initiative de faire ce genre d'accompagnement, d'offrir ce genre d'accompagnement, eh bien, ça rend la tâche beaucoup plus aisée pour les étudiants qui, de prime abord, sont un peu effrayés, ne savent pas souvent nécessairement s'ils sont dans la bonne posture ou pas. Il y a deux trucs hyper intéressants qui m'ont frappé. Déjà, c'est pas une légende, du coup, on est d'accord que si, admettons, j'ai un cours à 9 heures et qu'il est en ligne, il y a peut-être une bonne moitié des élèves qui se sont réveillés peut-être juste 15 minutes avant et qui ont juste enfilé un haut ou un pull ou quelque chose qui ne fasse pas pyjama. Mais si on le regarde en entier, il a peut-être ses pantoufles et il a peut-être encore son pantalon de pyjama, justement. Est-ce que c'est justement pour ça, parce qu'on est un peu entre le monde de la maison, où on est encore chez soi, où on n'a pas l'impression d'être rentré, entre guillemets, dans une salle de classe où on va prendre un cours, que on peut pas faire 3 heures d'un coup en ligne, parce que si je vais à l'école, je me déplace pour aller à l'école, peut-être que je suis quand même venue en pyjama parce que le style n'a pas beaucoup d'importance pour moi, et que dans l'établissement où je suis, on est relativement sympa avec ça, on va pas me faire une remarque. Donc je viens habillée comme si je faisais mon cours à la maison en ligne. Mais dans ce cas-là, je peux avoir le droit à 3 heures de cours en présentiel. C'est là où la différence, elle est un peu spéciale. Je voudrais savoir pourquoi justement en présentiel, on peut avoir 3 heures comme ça assis sur une chaise. Et à la maison, ça va être plus difficile d'avoir ces trois mêmes heures. Pourtant, je suis toujours assis sur une chaise et je suis peut-être aussi toujours dans cette même tenue, pas forcément ni professionnelle ni scolaire, on va dire. Bon, si je peux me permettre, normalement, on n'est pas assis 3 heures sur une chaise, hein. En classe, on va avoir des activités interactives, on va avoir des débats, des exercices d'application, des choses comme ça, qui sont possibles parce que justement j'ai un environnement physique. Donc je peux placer mes étudiantes et mes étudiants en groupe pour une discussion, puis après on revient en grand groupe. Je peux faire des activités d'application, amener du matériel. En ligne, premièrement, il y a la fatigue visuelle, hein, simplement liée au fait de regarder l'écran. C'est pas du tout la même chose de regarder un écran fixement et de regarder autour de la classe tranquillement.
première chose. Deuxième chose, l'élément social n'est pas tout à fait là. Donc, je suis 3 heures face à mon écran, seule dans mon coin, oui, peut-être en pyjama, mais avec personne avec qui discuter, échanger des idées, etc. Et en plus, c'est beaucoup plus difficile d'organiser des activités amusantes qui vont justement changer le rythme du groupe, appliquer les concepts complexes qu'on vient de voir, etc. Je peux pas forcément faire la même chose en ligne. Donc 3 heures sur Zoom, moi je dis toujours à mes étudiantes et mes étudiants que je trouve ça cruel, hein. Donc j'enregistre en fait tout le contenu magistral, donc tout le cours magistral doit être vu à la maison. Donc ça leur laisse le temps de le regarder en pyjama, couché au lit tranquillement, et on fait juste les discussions en ligne. Donc ça me permet d'avoir à peu près 1 heure et demie de cours pour avoir uniquement les activités sociales en ligne et pas le contenu unidirectionnel. Donc ça permet que quand mon groupe arrive en classe, le contenu théorique est vu et puis on vient juste faire le côté plaisant du cours finalement. Tout à fait. Ici, je peux ajouter quelque chose aux éléments que Valérie a soulevés. En plus d'être juste rivé devant son ordinateur ou son écran, il y a le fait qu'on est limité dans son espace. On est dans un espace beaucoup plus restreint, l'air circule moins. Et donc, oui, il y a des risques de fatigue. La fatigue, c'est pas seulement la fatigue de l'écran, c'est aussi la fatigue d'être resté dans un petit espace, ça peut être sa chambre, ou même si c'est un espace qui est grand, mais c'est un espace fermé. Alors, le fait de rester dans cet espace fermé longtemps, sans bouger, sans pouvoir bouger parce qu'il faut être connecté, hein, il faut être connecté à son appareil. Et donc, tout ça, ça nous impose une certaine immobilité qui n'est pas nécessairement saine pour le bien-être de l'individu. Donc, cela s'ajoute justement également au fait qu'on est seul, on est esselé, les activités ne se font pas avec les autres physiquement. Et la chaleur humaine, elle n'est pas là. Il faut également ajouter à cela le fait que parfois certains étudiants n'ont pas un espace, ne peuvent pas s'offrir, avoir un espace chez eux où ils sont juste seuls. Parfois, on va voir la famille circuler parce que ben, il n'y a pas assez d'espace. Donc, il y a tous ces éléments-là qui nécessairement ont un impact sur l'éducation en ligne. Et justement, vous qui avez eu quand même l'expérience des deux, maintenant quand même un système beaucoup plus en ligne, vous m'arrêterez peut-être, mais quel est, en fait, non, ma question elle est là, quel est le pourcentage de cours que vous donnez en ligne avec le pourcentage de cours que vous donnez de façon présentielle? Moi, je ne vais pas être très représentative là-dessus. Le programme de traduction, en fait, comme on a 2 sortes de population, on l'offre de manière hybride, hein. Donc, ça veut dire que chaque personne peut faire le choix de venir en classe ou de se connecter en ligne directement. Donc, j'enseigne nécessairement la moitié du temps en ligne parce que mes groupes sont hybrides. Donc, là-dessus, je suis vraiment pas représentative, désolée. Non, mais du coup, ça veut dire que c'est une même session et on a le choix de soit s'y connecter, soit de venir, mais quoi qu'il arrive, toi, tu seras présent dans ta salle de classe et prête à accueillir ceux qui veulent venir de façon physique. C'est exactement ça. Oui, Ok, bah c'est Mais il plutôt y a intéressant. plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Il y a ce modèle hybride. Il y a également le modèle hybride où on a un certain nombre de sessions en ligne, puis un certain nombre de sessions en présentiel, tous en même temps, qui est également considéré comme un modèle hybride. Donc, ces différents modèles, effectivement, sont déterminés en fonction du cours qu'on donne. C'est l'enseignant qui détermine le modèle qui cadre le mieux avec le cours qu'il a conçu. Et pour revenir à justement, donc je donne mon cours, en gros, qui veut venir vient, qui préfère être à distance pour X, Y raison peut également le faire. Est-ce que justement ceux qui préfèrent venir en cours de façon traditionnelle, c'est toujours les mêmes, ou il y a quand même un peu de va-et-vient entre, au final, je teste un peu les deux pour voir ce qui me convient le mieux, parce qu'au final, j'ai la chance d'avoir le choix. Moi, je pensais que c'était soit vert, soit rouge, pas un peu entre les deux en fait. non, Glendon, on aime bien les solutions un petit peu hybrides, on aime offrir la flexibilité. Ouais, c'est Euh, plutôt cool, moi je trouve, c'est plutôt bien parce que ça permet aussi à tout le monde d'être à l'aise parce qu'il y a des gens qui sont peut-être aussi de nature hyper introvertie ou ça leur coûte vraiment de venir et de socialiser aussi avec les gens et bah, au contraire de pouvoir être un petit peu dans leur cocon, comme on disait. Bah, peut-être que oui, effectivement, il n'y a pas un espace réellement dédié à la maison, mais au moins
bah, je suis dans mon confort de pas me sentir mal à l'aise et gênée vis-à-vis d'autres personnes, par exemple. Ça peut être aussi ça. Mais il faut reconnaître que l'université a quand même investi assez, il faut reconnaître les efforts de l'université pour favoriser justement ce genre de flexibilité où on essaye au maximum de répondre aux besoins de la population estudiantine qui est très diversifiée en termes de besoins, en termes de capacités ou de possibilités, de sorte que effectivement on a différents modèles, comme Valérie le disait tantôt, différents modèles hybrides. Il y a également des cours qui se donnent en ligne avec une variation entre le cours asynchrone ou synchrone, le tout en ligne. Et il y a des cours hybrides qui combinent toutes ces variables. Donc, on a vraiment une variété de modèles qu'on offre aux étudiants pour répondre justement aux besoins des étudiants, lesquels besoins sont assez diversifiés, assez variés, mais on voudrait quand même, on fait le maximum et je crois que c'est le lieu ici de dire que, de reconnaître que l'université fait quand même beaucoup d'efforts, fournit beaucoup d'efforts pour répondre à ce genre de variations. Et effectivement, pour rebondir sur la question, une partie de la question initiale, oui, j'ai des personnes qui vont venir une semaine sur deux, par exemple, hein. C'est leur rythme, c'est confortable. J'ai des personnes qui travaillent à temps plein et qui, du coup, prennent une journée de congé par mois ou ben, sortent plutôt du travail une fois par mois pour avoir la chance de venir en classe. Donc, ça permet effectivement aux personnes de jauger en fonction de leur capacité, de leur disponibilité. Mais oui, régulièrement, bah, j'en ai qui veulent juste des cours en ligne, j'en ai qui sont là toutes les semaines, et puis j'en ai qui sont là de temps en temps. Et forcément, bah, moi j'ai eu un petit début de réponse parce qu'on en a discuté avant de lancer officiellement cette entrevue, mais qu'est-ce que vous, en tant que professeur, vous préférez? Alors, je vais scinder ma question en deux parties. D'un point de vue, votre relation avec vos élèves, parce que forcément, quand on fait ce métier, on aime aussi le lien et la transmission en direct de voir un petit peu l'élève évoluer. Donc, d'un point de vue, on va dire, sociabilité, relation professeur-élève. Et d'un point de vue juste vraiment par rapport à votre programme et la façon dont vous délivrez votre programme, qu'est-ce que vous préférez et pourquoi? On peut rentrer un peu dans le détail si vous souhaitez. Moi, je peux commencer en disant que je n'ai pas de préférence en tant que telle. La situation sanitaire nous a imposé une réalité et nous, les enseignants, nous nous sommes adaptés. Et il faut ici aussi reconnaître que les enseignants n'ont ménagé aucun effort pour se remettre à l'apprentissage de cette nouvelle façon d'enseigner. Donc, je n'ai pas nécessairement de préférence. Déjà, avant la pandémie, j'utilisais aussi l'outil électronique pour mes cours, dans la mesure où les étudiants pouvaient, par exemple, remettre leurs travaux en ligne quand ils avaient des travaux à effectuer. On pouvait également faire des examens directement en ligne en étant tous en classe, mais on le faisait en ligne, c'est-à-dire qu'on se retrouvait dans une salle de classe avec ordinateur. On faisait tout en ligne, mais on était tous là, mais on était tous en ligne en même temps, chacun devant un ordinateur et ils remettaient leurs travaux en ligne en étant dans le même espace géographique. Donc, on avait déjà quand même des éléments, des cours en ligne actuels que j'exploitais, moi, dans mes cours, qu'on exploitait déjà pour être en mesure d'enseigner de la façon la plus efficace possible. Mais en fonction des circonstances, en fonction du contexte de la situation, je pense que le cours en ligne peut être favorable dans certains cas, hein, de sorte que, par exemple, si on a un petit groupe d'étudiants qui se retrouvent, par exemple, c'est des étudiants parfois qui travaillent et qui préfèrent peut-être prendre des cours en soirée, à ce moment, peut-être le cours en ligne le cours en ligne est plus adapté pour répondre justement à ce besoin, aux besoins de ce groupe d'étudiants versus d'autres étudiants. Si on a un autre groupe homogène d'étudiants qui préfèrent aller suivre son cours en classe, à ce moment, ce serait plutôt mieux d'offrir des cours en classe. Et donc, au programme, dans le cadre du programme des études françaises, on offre justement cette diversité pour être en mesure. Par exemple, on a des cours qui ont différentes sections et les sections se complètent de ce point de vue, c'est-à-dire qu'on a des sections
d'un cours qui se donne en présentiel, on a une autre section qui se donne uniquement en ligne, puis on a une section qui est hybride, de sorte que les étudiants qui s'inscrivent à ce cours, eh bien, peuvent choisir les sections aussi en fonction du mode de livraison du cours. Donc, je n'ai pas nécessairement de préférence, comme je dis, l'un ou l'autre convient en fonction de la situation. Et d'un point de vue relation avec les élèves, est-ce que Eh vous bien, avez noté... c'est ça. Le cours en ligne exige beaucoup de créativité pour établir les relations et maintenir la relation, pas seulement entre l'enseignant et les élèves, mais aussi entre les étudiants. Une relation à la fois verticale et horizontale. Ça nécessite d'être assez ingénieux, mais en général, les étudiants sont réceptifs, les enseignants sont créatifs et on parvient quand même à couper la poire en deux. Donc il n'y a pas de frustration à se dire, oh, avant j'avais quand même mes élèves autour de moi, c'était plus sympa, peut-être un peu plus chaleureux que à travers un écran peut-être un peu froid. On essaye de créer, d'instaurer cette chaleur humaine. Moi, dans mes cours, c'est ce que j'essaye de faire, d'essayer d'instaurer une certaine chaleur humaine pour que les étudiants ne se sentent pas trop distants les uns des autres, que cette distance ne se ressente pas dans la façon d'enseigner, de livrer le cours, de présenter les activités qui rentrent dans le cadre du cours. Voilà. Et toi, Valérie, ta préférence, si t'en as une? Bah, en fait, moi, je vais me permettre de prendre ça sur un plan personnel, parce qu'on a parlé beaucoup du fait que nos classes, il faut qu'elles se déplacent, elles ont peut-être envie de prendre leur cours en pyjama, mais c'est la même chose pour nous. Ouais, Les c'est profs vrai. aussi, il faut C'est qu'on se vrai qu'on pense déplace. rarement aux professeurs, mais oui, Ben, peut-être que c'est vous ça. aussi, vous avez envie d'être en pantoufles, tranquillou à la maison. Enseigner en pyjama, alors en pyjama non, mais en pantalon de yoga, ça c'est mon truc. Parce que c'est un élément confortable, je me sens dans mon élément, je suis plus en confiance, j'ai la liberté pour me bouger. Pour moi, c'est important de bouger. Et puis, c'est mon ordinateur, mon matériel, et pas l'ordinateur de la salle de classe. Donc, il y a quelque chose de rassurant à enseigner en ligne. Donc, j'aime bien l'enseignement en ligne, très honnêtement, mais pas dans tous les cours, pas dans toutes les situations. Si je prends l'exemple de la traduction, enseigner la traduction à un groupe qui rentre, hein, qui est en première année, qui commence, c'est peut-être plus facile d'avoir au minimum la possibilité pour le groupe de venir en salle de classe. Parce que ça permet de faire des activités différentes, ça permet de faire des approches que je ne peux pas forcément faire en ligne. Par contre, effectivement, sur les cours de troisième, quatrième année, avec des groupes qui me connaissent, qui sont en confiance, les cours en ligne, je trouve ça beaucoup plus pratique parce que ça permet à tout le monde de prendre les éléments, donc comme je le disais tout à l'heure, les cours magistraux, au moment qu'ils les arrangent, même en formule podcast. Donc souvent, mes vidéos, en fait, sont facultatives, hein. Donc les personnes peuvent juste partir le cours et puis prendre les transports en commun. Donc avoir juste la narration de mon cours, puis ça va fonctionner de la même façon. Donc ça permet des approches différentes à différents moments du parcours, je pense. Donc est-ce que j'ai une préférence? Bah, sur le plan personnel, c'est sûr que enseigner toute seule dans mon petit confort, j'ai un petit côté un petit peu timide. Seule devant une classe de 40, j'ai toujours un moment de choc, hein. Le premier cours, et je leur dis toujours, s'il vous plaît, ne me jugez pas sur mon premier cours, je sais que je vais être nulle, hein. Je le sais. Je suis intimidée, je suis timide, j'ai pas dormi la veille. Donc, c'est ça, je leur dis toujours, laissez-moi une chance la semaine prochaine, ça ira mieux. Donc, cet élément de choc-là, je l'ai pas en ligne. Je suis chez moi, Et je suis oui, c'est ça. tranquille. Je peux prendre le temps de respirer, je peux jouer avec mes petits jouets anti-stress, il n'y a personne qui le voit. Ouais, puis s'apprivoiser prend peut-être tout son sens comme ça, parce que du coup, chacun va plus aussi à son rythme, parce que c'est vrai que bah, la rentrée des classes, c'est un peu ce truc violent de ça y est, c'est pour tout le monde, c'est aujourd'hui, faut être beau, faut être parfait, faut... Ouais, je peux comprendre. C'est Je peux ça, mais il y a comprendre. des cours qui sont mieux en présentiel. Je prends l'exemple des cours de langue. Les cours de langue qui nécessitent la pratique, la conversation, la discussion en présentiel avec des camarades. Eh bien, j'ai fait l'expérience de donner le même cours en présentiel et à distance. Et j'étais contente d'écouter les commentaires des étudiants qui disaient, on n'avait vraiment pas senti qu'on était à distance, la communication était bonne. Mais moi, en tant qu'enseignante, je sais que même si j'ai réussi à atteindre certains objectifs, les principaux objectifs reliés à ce cours, je dirais que s'il faut donner un cours de langue, la préférence serait de le donner
en présentiel dans la majorité du temps, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un cours hybride où on a des rencontres en présentiel qui sont consacrées vraiment à développer certaines compétences, certaines aptitudes qui seraient difficiles à développer quand l'étudiant se retrouve seul devant son écran, même si c'est de façon synchrone, il est seul dans son espace géographique. Et donc, parfois, moi, j'ai fait l'expérience de créer des espèces de groupes en ligne. Ça marche, mais c'est vraiment pas la même, c'est pas la même chose. Pas la même dynamique peut-être. C'est pas la même dynamique, c'est pas la même chaleur, c'est pas. Alors, donc, il y a des cours qui, c'est pour ça que je dis ça dépend vraiment du cours, ça dépend de ce qu'on enseigne généralement. Mais moi, je n'ai pas, en tant que tel, je n'ai pas de préférence parce que je réussis toujours à établir un bon contact. Il y a des étudiants qui aiment communiquer, alors mes courriels sont ouverts. Je leur dis, envoyez-moi tous les courriels, envoyez-moi tous les messages, puis je réponds toujours à leurs messages. Ça peut être par la plateforme ou ça peut être par courriel. Ils vont toujours avoir ma réponse et je pense que jusque-là, ils sont satisfaits. Donc, et ceux qui préfèrent venir me voir, je leur dis, écoutez, ceux qui préfèrent venir me voir, je pourrais être dans mon bureau à quel moment, mais ça peut être limite parce que je ne serai pas là tout le temps. Et c'est un peu ça l'avantage aussi des cours à distance, c'est qu'ils peuvent m'envoyer des courriels à tout moment, alors que s'ils devaient me rencontrer, ce serait à un moment bien spécifique. Mais Ils justement, pourraient me rencontrer l- dans mon bureau. justement, le fait d'être entre guillemets tout le temps disponible, mon email est ouvert, allez-y si vous avez la moindre question. Est-ce que ça vous fait pas, vous, professeur, travailler peut-être beaucoup plus que prévu? Beaucoup plus définitivement. Ah oui, Être professeur, il y a plus cette limite c'est un entre eux. sacerdoce en réalité. Eh oui. On ne peut pas être payé pour ce qu'on fait. C'est impossible qu'on soit payé complètement pour ce qu'on fait parce que être professeur, c'est avoir à cœur l'avenir de nos étudiants. Nous avons à cœur l'avenir de nos étudiants. Et donc, oui, puisqu'on a à cœur leur avenir, eh bien, ils doivent être la priorité au moment où on enseigne un cours. Les étudiants sont la priorité et on fait toujours le maximum possible pour répondre à leurs messages le plus rapidement possible pour qu'ils puissent eux aussi recevoir ce message rapidement et appliquer, par exemple, les directives ou les consignes ou les conseils qu'on leur donne. Donc oui, définitivement. Oui, parce que du coup, d'habitude, si vous, admettons, je vais voir Madame Valérie, je sais qu'elle est dans sa classe à 13 heures le lundi. Bah là, si elle y est, elle va me recevoir, mais après, je sais qu'elle a son cours, donc son timing, son emploi du temps va être plus, on va dire, visible pour les élèves peut-être, alors que si au final, je sais que je peux lui envoyer un email à 24 heures sur 24, au final, à quel moment, que ce soit toi Aurélie ou toi Valérie, c'est la même chose au final, hein, mais à quel moment il y a ce moment où on se dit, ça y est, je suis plus au travail. Là, malgré le fait que je travaille via mon ordinateur et que je peux répondre à n'importe quel moment, là, à ce moment-là, je vais prendre du temps pour moi. Parce que si j'avais été dans ma salle de classe, du moment où je sors, je suis entre guillemets tranquille. Là, le fait d'avoir ce truc un peu en ligne, un peu impalpable, de je suis tout le temps disponible, vous avez juste à m'écrire. En anglais, on dit I'm just a text or an email away. On est vraiment à juste un envoi, une réponse. On est toujours là. Est-ce que du coup, vous arrivez quand même à mettre des limites et de pas juste avoir la tête dans le guidon tout le temps, en fait? Ouais, je serais tentée de dire premièrement que le fait qu'on enseigne en ligne ou en personne, ça change rien. Donc nos étudiants, nos groupes qui sont en personne vont de toute façon nous écrire le samedi soir au moment où ils sont en train de travailler sur le devoir qui est à rendre le dimanche matin C'est ça. avec une question. Ok. Donc le fait que j'enseigne en ligne ou que j'enseigne en personne, ça change pas ma relation en ligne finalement avec mes groupes. Donc je vais recevoir autant de emails, je vais pas en recevoir plus ou moins. Donc parce que les personnes vont se dire, mais là, je vais pas aller la voir tout de suite à la sortie du cours, parce que je vais pas être tout seul, il va y avoir d'autres personnes qui vont l'attendre. Elle en a peut-être marre de son cours, elle veut peut-être pas me voir tout de suite, je vais lui envoyer un courriel tranquillement, ça sera plus tranquille. Donc, cet aspect-là de disponible 24 heures sur 24, ça change rien. Et après, comment on le gère? Ben, comme on veut finalement. Donc, on peut fermer notre courriel le vendredi soir à 5 heures et se dire on les prendra le lundi matin. On peut faire le choix de se dire, ah, allez, je vais le laisser ouvert, puis on répondra à ce qui vient. Donc, je pense que chaque personne, chaque prof gère ça comme il ou elle veut.
ou peu? Et ça, tout dépend également du contexte. Par exemple, si mes étudiants sont dans, je leur ai donné un travail à faire et que pendant la rencontre, j'ai vu qu'il y avait des besoins de communiquer avec moi et tout, à ce moment, je vais être aux aguets dans mes courriels pour pouvoir leur répondre rapidement. Donc, ça dépend vraiment. Il faut juste rester en communication avec les étudiants et savoir à quel moment, pour savoir à quel moment est-ce que ben, là, il y a des urgences et à quel moment on peut un peu lâcher du lest et se dire, OK, je peux répondre le lendemain, ça, il n'y a pas d'urgence et tout. Mais les étudiants, généralement, et je leur dis, vous avez, quand vous m'écrivez, et le maximum de temps que vous pouvez attendre pour que je réponde, c'est tel nombre de temps. Si au-delà de là, je n'ai pas répondu, alors il est possible que je n'ai peut-être pas reçu votre courriel, alors faites-moi un rappel, quelque chose comme ça. Alors, c'est vraiment de rester en communication avec des étudiants, quoi qu'il en soit, pour s'assurer que, eh bien, on répond au maximum et au mieux à leurs besoins. Et comment on se rend compte quand on est professeur qu'on a peut-être un élève un peu à la traîne? Parce que bah, j'ai cette vision très scolaire de je suis dans une salle de classe et en général, bah, quand je suis pas trop, je me mets un peu dans le fond, on me voit pas trop, je suis en train de faire plus du coloriage sur mon cahier que de prendre réellement des notes. J'ai perdu le fil, je suis un peu loin, j'ai des trucs en tête. Voilà, ça se voit du coup un peu plus que l'élève, il est peut-être un peu plus dans la lune que les autres qui sont un peu plus focus et concentrés sur le propos du cours. Est-ce que en ligne justement, on arrive quand même à détecter ce genre de comportement, peut-être un peu de décrochage entre guillemets? Je pense que oui. Hein. Mais là encore, c'est une question de pédagogie. Est-ce qu'on a prévu des activités qui vont obliger un petit peu tout le monde à participer? Est-ce qu'on a prévu des quiz ou des choses comme ça? Puis pas forcément des choses qui sont notées, mais si on a un petit quiz un petit peu ludique et un petit peu pédagogique en même temps, on va bien voir combien de bonnes réponses on a. Donc on va bien voir au moins si toute la classe a compris ou pas. On va voir quelles sont les personnes qui répondent et celles qui répondent jamais. Puis après, ben, c'est sûr qu'il y a des évaluations. Si vraiment on a fait tout ce qu'on a pu et puis qu'on arrive à l'évaluation et qu'il y a quelqu'un qui visiblement n'a pas compris, et je pense qu'il est toujours temps de rattraper quelqu'un. Donc c'est Il vraiment faut une dire question que là c'est encore de ça. pédagogie. C'est ça, pédagogie, mais aussi personnalité des étudiants. Les étudiants ont des personnalités différentes, que ce soit en présentiel ou à distance, la personnalité reste la même. Et nous, en tant qu'enseignants, ce qu'on a fait, c'est juste attirer leur attention. On peut offrir différentes façons de participer. Moi, je sais que j'ai des étudiants qui aiment beaucoup plus parler en classe qu'écrire. Puis il y en a d'autres qui aiment beaucoup plus contribuer, par exemple en ligne, dans des forats en ligne. Et donc, je combine toutes ces contributions pour calculer, pour évaluer la participation des étudiants et voir un peu leur implication et répondre à leurs besoins. Et il y a aussi ceux qui vont préférer m'envoyer un courriel à moi toute seule. Alors, je leur dis, là, oui, j'ai pris connaissance de vos questions, mais pour participer, il faudrait partager avec vos camarades. Donc, on essaye de les encourager à partager avec leurs camarades pour que ce ne soit pas juste de eux à moi. Euh, 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 Parce que l'idée aussi, c'est de créer une certaine mouvance dans la classe. Oui, puis l'idée Qu'on de sorte, Pierre peut être la même que Jacques, et au final, Jacques n'avait pas juste le courage de le dire, et que du coup, c'est il dit, ah, ça, en fait, la prochaine fois, je dirai parce c'est que tu vois, j'ai des ça. bonnes idées, en fait. Exactement. Et moi, parfois même, je demande à un étudiant de réexpliquer une notion à ses camarades parce que parfois, ils utilisent un langage que certains vont mieux comprendre que d'autres. Donc, un peu une espèce de traduction de ce que j'ai dit en bon français et qu'ils le disent dans leur français ou en français facile, ou on peut le dire n'importe comment. Et souvent, parfois même le changement de voix. Tu sais, ils peuvent redire la même chose que moi, mais avec une autre, leur voix à eux, entre eux, puis ça clique directement. Parce que ça Puis fait un écho avec leur façon de parler de tous les jours, en fait. tout à fait. Puis aussi, le fait de dire à un étudiant, excellent, tu as très bien compris, parfois ça réveille d'autres. Ah ben, OK. Et là, et donc oui, on essaye, on trouve des façons de réveiller ceux qui vont se cacher dans le petit coin et de dire, écoutez, parfois, moi, j'ai eu des étudiants qui m'ont posé des questions, qui m'ont donné des réponses qui étaient fausses, complètement fausses, qui sortaient même complètement du cadre. Puis j'ai dit, bravo, excellent. Et là, ça a réveillé plusieurs. Madame, vous avez dit bravo, j'ai dit bravo. Et je vais vous expliquer tantôt pourquoi je dis bravo. Et j'ai dit, vos camarades devraient vous donner un chocolat chaud parce que je suis certain qu'il y a plusieurs qui avaient la même idée que vous. Fait que là, vous venez de m'aider, moi, à parfaire mon enseignement parce que je sais maintenant ce que je dois aller expliquer, comment vous avez perçu ce que j'ai transmis et ce que je dois aller changer. Et donc, quand les étudiants ont ce genre de feedback, ça les encourage plus. Parce que celui qui se cache derrière ou celle qui se cache derrière, parfois a des idées, mais se dit, ah, c'est certainement saugrenu. Alors moi, je leur dis, moi, j'aime justement vos réponses
qui ne sont pas correctes maintenant. Je ne veux pas les voir dans les copies d'examen. Je les veux maintenant en classe. Alors, allez-y, envoyez-moi toutes les réponses qui ne sont pas bonnes parce que moi, ça me permet de savoir comment vous avez compris la chose. Donc, du coup, ça donne si vous voulez, une autre conceptualisation de l'erreur. L'erreur n'est plus fatale. Ce n'est pas honteux de donner une mauvaise réponse. Non, parce que je vais dire, ben, bravo, félicitations, merci beaucoup, parce que maintenant, je comprends d'autres choses. Et c'est de ce point de vue également que la dynamique enseignant-élève va dans le sens inverse. C'est là où c'est l'enseignant qui apprend cette fois de l'étudiant parce que de cette façon, moi, j'apprends de comment l'étudiant, d'un point de vue cognitif, a perçu ou a conçu ou a reçu ce que moi j'ai transmis. Et donc, m'impose donc peut-être de changer ou d'apporter quelque chose de plus dans la façon dont je transmets des questions, des connaissances. Donc oui, on doit être créatif, on doit être créatif à tout moment. Mais il y a toujours des étudiants, il y aura toujours quelqu'un ou quelqu'une qui va se cacher quelque part, on va trouver des façons d'aller ramener la personne avec nous. Il y a un truc aussi dont on parle beaucoup dans le milieu scolaire depuis quelques années, et je trouve que c'est cool que les tabous se brisent un peu parce que ça a été difficile pour de nombreux élèves, je pense, qui ont subi pendant longtemps, c'est le harcèlement scolaire. Alors c'est vrai que vous, à votre niveau, vous avez des étudiants qui sont quand même d'un certain âge, même si les plus jeunes, ils ont 18 ans, c'est quand même des adultes. Du coup, je voulais savoir si le fait d'être passé sur un mode avec plus de cours en ligne, ça avait pu peut-être accentuer ce côté harcèlement, parce qu'on sait qu'il y a deux trucs dans la vie, c'est l'harcèlement en ligne ou l'harcèlement en présentiel, pour le coup. Moi, je le vois par exemple ici, il y a des élèves, bah, parce qu'ils n'ont pas la bonne marque sur le t-shirt, ou parce que les baskets, c'est celle de la collection de l'année dernière, ou parce qu'ils ont un trou dans leur pantalon en arrivant. Ils peuvent être des fois victimes de moqueries, de choses comme ça. Là, comme on est derrière un écran, bah, on va pas voir forcément le pantalon, le pyjama, le trou, la pantoufle ou peu importe, mais il y a ce côté, je suis derrière un écran et comme sur les réseaux sociaux, des fois il peut y avoir des vagues un petit peu de haine ou quoi que ce soit. Et je voulais savoir si vous, en tant que professeur, vous avez pu être témoin de ce genre de comportement ou pas forcément, parce que dans le niveau entre guillemets universitaire, en tout cas, c'est quelque chose qui est un peu passé, ce harcèlement scolaire. Alors oui, moi je dirais que en tant qu'enseignante, je n'ai pas été témoin de ce genre de situation, certainement parce qu'on a affaire à des individus qui sont quand même adultes, souvent tous des individus qui ont un âge assez âge majeur ou âge supérieur à l'âge majeur. Mais ceci étant dit, est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Je ne saurais répondre à cette question, mais je n'ai jamais été témoin de ce genre de situation au niveau universitaire. L'autre chose qu'il faudrait rajouter, je pense, là-dessus, c'est que Aurélie et moi, on a la chance d'être à Glendon, qui est un plus petit campus. Donc le rapport est beaucoup plus proche, on est beaucoup plus proche de notre population étudiante. York, en général, est très ouvert sur la différence, l'accessibilité, l'inclusion, la diversité, l'équité. Et je pense que c'est des valeurs qui, pour nous, sont importantes. Donc, je dis pas que ça n'arrive pas, mais je pense que globalement sur notre campus, il y a peut-être plus de facilité à être différent, différente, assumer sa différence et pas se faire harceler ou insulter pour ça. C'est certain que des problèmes, il y en a, on n'est pas parfait, mais je pense qu'il y en a peut-être moins qu'ailleurs. Et avant qu'on conclue cette émission, ce débat justement, est-ce que vous auriez un mot peut-être aux futurs étudiants de vos programmes respectifs ou peut-être, même si ça fait un peu cliché de dire ça, aux parents de ces futurs étudiants, parce qu'il y en a peut-être qui s'intéressent encore aux études de leurs enfants. Est-ce que ce truc de l'éducation en ligne, c'est une mode et on va revenir à un modèle beaucoup plus en présentiel ou au contraire, justement, fort de voir que ces modèles un peu hybrides, moi j'aime beaucoup le côté hybride en fait, je trouve que ça laisse encore une fois ça permet justement encore plus ce truc d'inclusion et de bah moi je me sens bien en classe, je viens. Oh bah cette semaine j'ai un rendez-vous médical, ça va faire capoter mon emploi du temps, je vais le prendre en ligne. Enfin, moi je trouve ça génial, mais du coup voilà, peut-être un petit mot de fin justement pour bah, conclure un petit peu sur ce sujet. Ouais, moi, je dirais que la pandémie nous a contraints à certaines façons de faire. Et après la pandémie, nous avons pu exploiter justement toutes ces nouvelles façons de faire pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des étudiants.
À Glendon, nous offrons plusieurs programmes et nous répondons aux besoins, aux divers besoins des étudiants. Donc, si un étudiant préfère suivre ses cours en ligne ou en présentiel ou en synchrone ou asynchrone, eh bien, on est en mesure de répondre à ces différents besoins. On a pu rebondir, ressortir de la pandémie en nous appropriant justement ces nouvelles façons de faire et en les intégrant dans nos méthodes d'enseignement en vue de les enrichir et non pas pour remplacer un modèle par un autre. Mon conseil, c'est celui que je donne à tous mes groupes, hein. À partir du moment où quelqu'un a fait un choix de domaine d'études, hein, il faut se rappeler de la raison pour laquelle on est venu étudier. Donc, est-ce qu'on veut un emploi? Est-ce qu'on veut un salaire? Est-ce qu'on veut des conditions de vie? Puis toutes ces réponses-là sont bonnes. Mais quel que soit votre objectif, hein, essayez différentes choses, amusez-vous un peu, et puis essayez d'exploiter justement les différentes options qui s'offrent, hein. Donc, essayez les cours en ligne, essayez les cours en personne, voyez les forces et les faiblesses des deux, réalisez ce qui est meilleur pour vous, et ensuite, amusez-vous un petit peu avec et le contenu et le format des cours, hein. Je pense que c'est important. Étudier, c'est long, c'est 4 ans, c'est un investissement financier, un investissement de temps, un investissement de ressources intellectuelles, hein. Mais il n'y a pas de raison que ça soit pas aussi un petit peu fun, hein. Donc profitez des occasions qui s'offrent, hein, et puis amusez-vous. Bah, merci beaucoup. Et s'il y a un truc qui m'a en tout cas interpellée dans vos discours à toutes les deux, c'est cette passion en fait qui vous habite, de voir que vous avez à cœur de bien faire en tout cas pour le bonheur et le bien-être surtout de vos élèves et que vous pensez toujours, bah ok, là je donne un cours, mais comment ça va être perçu, comment je vais avoir des retours avec mes élèves, je suis capable de laisser mon email ouvert tout le week-end. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il faut dormir quand même, il faut prendre du temps pour vous, mesdames aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est beau de voir que malgré ce... Parce que moi, je trouve que ça enlève un petit peu, personnellement, en tout cas, c'était mon avis, en tout cas, avant qu'on fasse cette discussion, c'était, je trouvais peut-être que cette façon de donner ces cours en ligne était peut-être un peu plus froide, parce que du coup, bah, on est juste un avatar parmi 1 milliard de personnes qu'on va voir sur les réseaux sociaux, qu'on va scroller comme ça et qu'on va voir une tête parmi tant d'autres. Et au final, je trouve que, comme vous l'avez si bien dit, bah, en apportant un peu de créativité au cours, un petit peu de chaleur, et puis au final, votre cours, il sera différent des autres parce que c'est le vôtre et que vous l'avez préparé, entre guillemets, aux petits oignons. Et ben, du coup, ça apporte un peu plus de chaleur et en fait, bah, vous m'avez peut-être même fait changer un peu d'avis sur la question. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour discuter ensemble de cette belle question autour de l'éducation. Et puis, j'espère vous retrouver très prochainement pour, pourquoi pas, un autre sujet ou en tout cas vous accueillir ici. C'était très agréable de discuter avec vous, mesdames. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, Merci. merci. Au revoir. C'était Nathalie Salmeron dans ce nouvel épisode d'Ondes Positives. Et je vous rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. À bientôt.